Bienvenue dans ce nouvel immédiat. Bonjour Nicolas Faure, qui succède à Hervé, qui désormais va présenter Immédiat. Oui, bonjour Jean-Yves et ravi de présenter cette émission avec vous. Clip de propagande critiqué, exagération sur un retour des années 30, surdité face à la grogne des Français et dernièrement propos sur Pétain. Les derniers jours du président de la République ont été très compliqués. Les médias dominants lâchent-ils Emmanuel Macron? Défaite pour les uns, victoire pour les autres, la belle performance de Donald Trump pour les élections de mi-mandat ne laisse personne indifférent. Et pendant que les médias mettent en avant les nouveaux visages des démocrates, le président des États-Unis semble bien parti pour être le favori des présidentielles 2020. Ultra-violence durant la nuit d'Halloween. La fameuse purge annoncée sur les réseaux sociaux a bien eu lieu. De nombreux Français, dont notamment des policiers, en ont fait les frais. Et si cette purge ponctuelle n'était finalement qu'une nuit de violence parmi tant d'autres? Et vous retrouverez évidemment le zapping et les tweets d'immédiat. Emmanuel Macron a longtemps bénéficié d'une exposition médiatique très importante. Mais ces derniers jours, les médias ont semblé un petit peu changer leur regard sur lui, et notamment au travers de plusieurs polémiques. Donc on va commencer par la première, c'est la publication sur les réseaux sociaux par le gouvernement d'une vidéo en fin octobre dernier. Donc on va regarder ensemble ce clip. Alors, pour beaucoup d'observateurs, ça a été considéré comme un clip de propagande et pas simplement un clip de promotion du vote aux élections européennes. On a par exemple Le Monde qui titre « Européenne, le clip du gouvernement pour appeler au vote fait polémique ». Avec notamment les journalistes qui notent que l'opposition de droite et de gauche dénonce une vidéo orientée promouvant les idées de la République en marche. Même chose pour le Huffington Post qui donne même la parole à François Bayrou. François Bayrou qui note un clip pas très fin du gouvernement pour les européennes. Sur BFM TV, Anthony Bélanger, consultant international de la chaîne, s'interroge sur cette vidéo. Effectivement, il y a peu de monde pour incarner, cette opposition à Salvini qu'il va falloir construire. Et j'ai l'impression que Emmanuel Macron s'y prend plutôt mal. Sur le Huffington Post toujours, le média donne la parole à une sémiologue qui note que 4 éléments du clip en font une pure propagande. Donc Macron a-t-il été lâché par les médias sur ce sujet polémique? Eh bien, heureusement, il reste encore le brave soldat Christophe Barbier qui défend bec et ongle Emmanuel Macron. Pour l'opposition, c'est effectivement propagande électorale, c'est pas de l'instruction civique. Est-ce qu'elle a raison? Oui, elle a raison, mais il est temps aujourd'hui de faire de la propagande électorale, c'est-à-dire du combat électoral. On peut plus se dire, tiens, on va exposer benoîtement, naïvement, ce que sont les institutions, en disant aux gens, votez pour qui vous voulez, hein, vous aurez la même Europe. Mais dans la mesure où ça vient du gouvernement et de l'argent public, ça ne doit pas être un clip neutre? Non, ça ne doit pas être un clip neutre, parce qu'il n'y a plus rien de neutre dans l'Europe politique. Bah, ce brave Barbier, il a pété un câble, parce qu'il dit quelque chose qui est vrai, à savoir c'est un clip de propagande électorale. Très bien, c'est un clip de propagande électorale, sauf qu'il devrait savoir qu'une campagne politique, la campagne d'une formation politique, en l'occurrence ce sera la campagne de la République En Marche, ne peut pas être financée, en dehors de ce que prévoit la loi, par des dépenses gouvernementales. Donc, il nous dit c'est de la propagande et ils ont bien raison d'en faire, mais sauf qu'ils sont dans l'illégalité absolue. Donc ils croient les sauver et ils les enfoncent. Et ce n'était pas la seule polémique de la semaine pour Emmanuel Macron, puisque dans une interview pour le journal Ouest France, il a noté que le moment que nous vivons ressemble à l'entre-deux-guerres. Et il a même dit explicitement: dans une Europe qui est divisée par les peurs, le repli nationaliste, les conséquences de la crise économique, on voit presque méthodiquement se réarticuler tout ce qui a rythmé la vie de l'Europe de l'après-Première Guerre mondiale à la crise de 1929. Alors pour Le Figaro et pour d'autres médias, mais pour Le Figaro notamment, Macron est accusé de dramatiser le scrutin des européennes de 2019. Et le 1er novembre, sur BFM TV, un historien était invité qui a nuancé les propos d'Emmanuel Macron sur ce retour aux années 30.
Sur LCI, cette fois, Geoffroy Lejeune est intervenu pour critiquer, là encore, cette prise de position. Que c'est le degré zéro de la politique, alors que souvenez-vous... Zéro. Et le degré zéro, cette comparaison, écoutez, elle a été faite par tout le monde 10 000 fois, elle est complètement éculée. Et c'est pas nouveau, en tout cas, dans la bouche d'Emmanuel Macron. Finalement, quand il a plus d'idées, en règle générale, il bascule assez régulièrement dans cette stratégie du point Godwin. Vous savez, c'est le fait de comparer systématiquement ses opposants à des fascistes. Alors, ça va pas chercher très loin, mais c'est utile politiquement pour tuer un débat. Sauf que, malheureusement, en politique, comparaison n'est pas raison. Et quand il n'y a plus que cet argument-là pour faire face à ses adversaires, c'est en général un sacré aveu de faiblesse. Donc sur RTL, c'est l'historien Jean Garrigue qui est invité, et là encore, il nuance les propos d'Emmanuel Macron. Et ce qu'il faut noter, c'est le titre de l'article de RTL. Emmanuel Macron est-il excessif en comparant 2018 avec les années 30 ? Marianne titre sur une stratégie outrancière d'Emmanuel Macron et Libération par deux billets différents, l'un de Jonathan Boucher-Petersen et l'autre d'un militant de la France Insoumise, critique, là encore, cette position d'Emmanuel Macron, cette phrase sur le retour des années 30. Et plus inquiétant encore, le fidèle Christophe Barbier semble vouloir lâcher Emmanuel Macron sur ce point précis. Non, c'est pas pertinent. On ne peut pas comparer les deux périodes. À l'époque, il y avait par exemple une énorme crise déflationniste. Là, on parle de hausse des prix. Il y avait une émigration en Europe. On parle d'immigration. Il y a des nations qui, après la Première Guerre mondiale, s'étaient construites dans la douleur. On a inventé la Pologne après 1918. On a construit la Yougoslavie. On voit bien qu'aujourd'hui, les nationaux-populismes ne sont pas du même acabit. Donc la comparaison de Macron n'est pas pertinente, mais elle peut lui être utile pour préparer sa semaine d'itinérance la semaine prochaine et globalement la campagne des élections européennes. Donc Jean-Yves, on voit qu'il y a une nouvelle polémique avec ce retour aux années 30, et cette fois c'est plutôt unanime. Alors c'est assez étonnant parce que d'habitude le retour aux années 30 c'est le point Godwin. Vous n'avez pas d'argument dans un débat, vous dites Hitler, les années 30, le fascisme, et ça marche. Et donc Macron il réutilise cette vieille recette, comme l'a souligné Geoffroy Lejeune, et là, ça marche pas. La vieille recette ne marche pas. Donc ça veut dire que les médias sont quand même un peu sur le reculoir par rapport à Macron sur un domaine où il pourrait naturellement le soutenir. Alors, autre polémique pour Emmanuel Macron cette semaine, qui a été vraiment agitée, c'est évidemment la polémique sur le prix de l'essence, avec la mobilisation populaire du 17 novembre, puisque le 17 novembre, c'est pas seulement le forum de la dissidence, mais c'est également une journée de mobilisation nationale. Et on a un traitement médiatique qui est intéressant. Je dis à nos amis internautes ce qu'il faut faire. Ils peuvent manifester le matin avec les moyens les plus appropriés et venir assister au débat sur la dissidence, la lutte contre la censure, qui est évidemment un sujet absolument central, parce que s'il y a de la censure, il n'y a pas de possibilité de rendre compte des événements. Il faut donc lutter contre la censure. Donc je rassure, on peut faire les deux. Voilà. Donc voilà, et l'invitation est lancée. Et donc, ce qui est intéressant dans cette polémique sur le prix de l'essence et la mobilisation populaire, c'est le traitement médiatique, puisqu'on a par exemple Le Monde qui, dans un article intitulé « Les Gilets jaunes, nouveau bonnet rouge », traite cet événement avec une vision plutôt positive, et on n'a qu'une petite mention d'une possible récupération politique, alors que dans d'autres cas, c'était beaucoup plus violent. Alors, la comparaison avec les bonnets rouges est quand même effectivement assez positive, parce que les bonnets rouges étaient mobilisés contre les péages sur les 4 voies bretonnes, et ils ont obtenu satisfaction. C'est une satisfaction limitée, mais enfin c'était leur revendication. Voilà. Donc effectivement, comparer les gilets jaunes aux bonnets rouges, c'est pas très bon pour le gouvernement. Exactement, en sachant qu'il y a malgré tout certains médias qui jouent le jeu un petit peu de la récupération politique en pointant du doigt cette possibilité, comme par exemple BFM TV. Mais globalement, toujours Le Monde, par exemple, qui relaie la grogne des députés de la majorité qui sont, eux, confrontés aux récriminations locales. Et on a également, toujours dans Le Monde, une chronique de Gérard Courtois, qui est éditorialiste dans Le Quotidien, et qui reconnaît texto l'absence de résultats tangibles, sonnants et trébuchants en matière d'emploi comme de pouvoir d'achat du président Emmanuel Macron. De la part d'un éditorialiste du Monde, c'est quand même quelque chose qui intrigue. Même sur BFM TV, l'incompréhension domine, avec par exemple un édito de Nicolas Dose qui parle de l'incohérence politique d'Emmanuel Macron sur cette question de l'essence. Donc l'attitude de certains médias interpelle forcément, même si ces derniers jours on a cru percevoir un retournement de stratégie, avec notamment Emmanuel Macron qui allait à la rencontre des Français. On va voir une vidéo tout de suite.
Je suis obligé de vous expliquer toute la logique et je vous réponds pas de manière démagogique. Oui, mais... Donc, sentez le malaise qui monte de Paris. Je le sens, sentez-le. moi j'agis, cher monsieur. Vous allez le sentir le 17 novembre. Vous allez le sentir en France. Je le sens chaque jour. Le gros malaise qui arrive. Et nous, on est un transporteur. Mais je sais. Et nos amis les migrants, là, vous allez nous envahir combien de temps? Oh, mais alors, vous êtes... vous allez nous envahir combien de temps? Les batailles. Alors vous noterez qu'Emmanuel Macron est allé au contact, effectivement, comme l'ont souligné certains journalistes, mais il refuse malgré tout de répondre sur la question des migrants. Ben oui, enfin c'est surtout ce monsieur qui est allé au contact, parce qu'il est assez gonflé, là. Il prend un parti de président de la République de manière nette, non seulement sur l'essence, bon ça l'essence c'est gentil, mais sur la question centrale, qui est celle de l'invasion migratoire. Et là, Macron, il se défile. Alors, il ne vous a pas échappé qu'Emmanuel Macron est parti en itinérance mémorielle. Alors pour Ruth... Sick. Oui, exactement. Pour Ruth Alkrieff, qui s'exprimait à ce sujet sur BFM TV le 6 novembre, la question était simple. Est-ce qu'Emmanuel Macron se remettrait enfin à l'écoute des Français? Venant de Ruth Alkrieff, c'est une question qui interpelle. Quant au Figaro, il titrait 1918-2018, Macron part à la reconquête de l'opinion. Alors c'était un vœu pieux, et puis entre-temps est apparue cette affaire Pétain, avec un retournement de situation donc, et donc on va voir ensemble la vidéo des propos d'Emmanuel Macron. Je vais être très clair, on connaît le rôle que Pétain a eu pendant la Première Guerre mondiale en tant que maréchal, on connaît ensuite son rôle dans l'histoire, et ceci, la vie politique française et les historiens l'ont jugé, mais je considère qu'il est tout à fait légitime que nous rendions hommage aux maréchaux qui ont conduit aussi l'armée à la victoire. Alors ce sont des propos qui ont fait évidemment polémique et qui ont consterné les journalistes qui voyaient d'un bon œil Emmanuel Macron se remettre en selle sur la question de la mobilisation populaire et puis qui s'est réempêtré dans une polémique. Alors on a un exemple de ça avec David Doucan, journaliste politique pour Europe 1, qui intervenait dans l'émission Punchline du 7 novembre animée par Laurence Ferrari. Alors il s'est contrôlé sur l'essence, hein, sur les retraités. Ouais, on va en reparler tout à l'heure. On en parlera sans doute. Ça se passe bien, il a des bons échanges, des bons dialogues. Et c'est sur l'histoire, sur la mémoire, matière, je le disais peut-être tout à l'heure, mais matière aussi inflammable que le carburant. Et c'est sur cela qu'il crée, là encore, une nouvelle fois une polémique. Et même constat catastrophé pour Christophe Barbier qui, une fois de plus, lâche Emmanuel Macron en race campagne. La boulette, c'est de parler au détour d'un bain de foule comme ça en 3 phrases d'un sujet aussi délicat. Un sujet comme ça, quand on est président, on l'aborde dans un grand discours où chaque mot est pesé au trébuchet. Et puis enfin, il y a le pataquès quand même autour de la cérémonie de samedi. Alors 8 maréchaux, puis 5, et puis pas Pétain, puis Pétain. Donc ça a été mal préparé, mal rédigé quand il y a eu le dossier de presse, mal exécuté. C'est donc de l'amateurisme. Et l'histoire, ça ne se pratique pas en amateur. Donc sur cette polémique Pétain qui vient un petit peu raviver la flamme de la contestation journalistique contre Macron, quel est votre regard Là, c'est vraiment une polémique assez incroyable d'un certain point de vue, parce que c'est pas une question de mémoire, c'est une question de fait. Est-ce que Pétain a commandé l'armée française à Verdun? Oui. Est-ce que la bataille de Verdun a été gagnée par les Français? Oui. Est-ce que Pétain a été commandant en chef des armées françaises pendant 2 ans? Est-ce que les armées françaises ont gagné la Première Guerre mondiale? Oui. Alors, c'est une polémique tout à fait incroyable qui fait que ce qu'on appelle... Pourquoi il y a cette polémique? Parce que ce qu'on appelle la mémoire, ça n'a plus grand-chose à voir finalement avec les faits. Parce que là, il y a des faits qui remontent à la Première Guerre mondiale. Ce qu'a fait Pétain après, c'est un autre sujet. Mais là, on est en 1918, on n'est pas en 1945. Mais c'est vrai que c'est un sujet sur lequel la liberté de parole et d'expression n'est pas très grande, même pour dire des évidences absolues. Voilà. En tout cas, il n'est pas protégé. Alors qu'on aurait pu penser, il n'a plus d'immunité. Il n'a plus d'immunité médiatique, ce pauvre Macron. Et justement, sur une question plus large, est-ce que finalement, avec ces polémiques qui se sont enchaînées, mais quand même, on l'a vu, un espèce de lâchage médiatique, pourquoi les médias dominants ont-ils décidé un petit peu de critiquer Emmanuel Macron comme jamais ils ne l'avaient fait avant? Alors, écoutez, c'est difficile d'avoir une explication. On a des hypothèses. D'abord, il a déjà été un peu lâché au moment de l'affaire Benalla, si vous vous souvenez bien, où l'affaire Benalla qui a quand même été lancée en une du Monde, donc a été lancée médiatiquement. Alors, pourquoi? On peut penser qu'un certain nombre de gens qui l'ont porté sur le pavois veulent un peu le rappeler à l'ordre et donc lui envoyer un certain nombre d'avertissements. On peut aussi penser
qu'un certain nombre de journalistes ont mal pris la manière dont il les a traités, la volonté de reprendre la salle de presse de l'Élysée, etc. Donc une petite vengeance de la caste médiatique. On peut aussi penser ou faire l'hypothèse qu'il faut quand même, qu'ils estiment qu'il faut lâcher un peu de vapeur, parce que le mécontentement gronde contre lui, et donc les médias veulent éviter de reprendre à leur compte le mécontentement qui, pour le moment, tourne autour de Macron. C'est encore une hypothèse. Et puis, il y a la règle médiatique, quand même, qu'on a rappelée un grand nombre de fois dans cette émission immédiate, la règle des médias, un peu avec tout le monde. C'est léchage, lâchage, lynchage. On est passé du léchage au lâchage. Alors, quand le lynchage va arriver, si le lynchage arrive, Macron ne va pas pouvoir tenir, parce que son soutien, ça a été les banques, la finance, les médias. S'il perd le soutien des médias, c'est qu'indirectement, la finance a plus ou moins décidé de le lâcher, et alors je ne vois pas ce qui va lui rester. Je pense que les députés LREM devraient se préoccuper de leur reconversion assez rapidement. Enfin, c'est un conseil amical. Bon, bien, écoutez, après cette analyse léchée, passons au zapping. Et pas lâché. Tous sont venus répondre à une même question. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie devienne indépendante ? On ne peut pas aller dans l'aventure comme ça. Tous les pays autour de nous, c'est la misère. Si un peu la France, c'est la misère. Je ne peux pas dire après pour demain ça va être comment. On n'a jamais vécu ça encore. Mais vous voulez tenter le coup ? On va tenter le coup. Et si le résultat, le rejet de l'indépendance, était attendu, le non ne l'a emporté qu'avec 56,4% des voix. La théorie du grand remplacement qui voudrait que les populations d'origine européenne, autochtones, soient remplacées petit à petit par des immigrés d'origine extra-européenne. Dans les faits... Pourquoi dire autochtone ? Parce que l'Europe est quand même un brassage, non ? C'est-à-dire que depuis à peu près 45 000 ans, les individus qui vivent en Europe sont originaires d'Eurasie. Gilles Verdet. C'est une honteuse récupération politique, c'est une collusion des genres. Vous me dites souvent liberté d'expression, mais là non, pas ça quoi. Effectivement, c'est embraser une ville qui est déjà compliquée. Quel est l'intérêt que Zemmour est là-bas? C'est que de la provocation. Moi j'en ai marre, je demande à ce qu'il n'ait plus le droit de s'exprimer. Voilà, à un moment il faudra passer par là. Le nouveau proviseur adjoint de cette lycéenne est un ex-gendarme. Une réponse directe aux violences entre bandes rivales que l'on peut voir sur ces images qui avaient éclaté dans le secteur en début d'année. Plusieurs élèves et un surveillant avaient été blessés. Dans une tribune publiée sur Internet, les enseignants refusent que leur lycée ne devienne, je cite, l'antichambre du commissariat. Ils sont en grève dès aujourd'hui et tous les autres jours qu'il faudra, écrivent-ils. Quand on arrive au nouveau-né, on a à peu près 40% des naissances aujourd'hui en France qui sont d'origine extra-européenne. Donc il y a bien une évolution démographique de la structure du peuple français et même européen, on le constate partout. D'après vous, pourquoi ces partisans continuent de le soutenir ? Parce qu'ils aiment ce que Trump représente. Ils aiment son côté mâle blanc, hyper agressif. Mais ce ne sont pas les hommes blancs qui vont diriger le monde. Ce sera les femmes, les personnes de couleur, et les hommes blancs vont connaître des temps difficiles. Je ne suis pas du tout trumpiste. Hein. De toute façon, la blondeur de ses cheveux me le rendrait insupportable. Vous voyez la tête que j'ai. Un lopin de terre agricole gratuit pour les familles qui auront un troisième enfant d'ici 2021. Voilà comment le gouvernement veut relancer la natalité en Italie, en Berne, depuis des années. Si cette mesure fait autant débat, c'est aussi parce qu'elle s'inspire de politiques qui ont été menées en Italie à l'époque de Mussolini, au moment où on exaltait volontiers les valeurs de travail, de famille et de patrie. Le président Macron, c'est qu'il est comme l'horloge. Comme il donne toutes les heures, il y a des heures où il donne la bonne heure. Là, sur ce plan-là, il donne la bonne heure. Évidemment que le maréchal Pétain est l'un des principaux, voire le principal vainqueur de la guerre 14. C'est le vainqueur de Verdun. Mais le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il dit le contraire de tout et avec la même assurance.
s'agit de 6 individus qui ont été interpellés par la DGSI, qui tous appartenaient au milieu d'extrême droite. Ils ont été arrêtés en Isère, en Ille-et-Vilaine et en Moselle. On nous parle de un ou plusieurs interpellations avec de vrais objectifs. D'autres, ce sont des interpellations un petit peu plus périphériques. On ne connaît pas le niveau de la menace qu'avaient exprimé ces individus. On nous parle d'un projet imprécis, mal défini à ce stade, mais tout de même d'actions violentes contre le président de la République. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous les résultats d'une enquête concernant le CNC, Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, qui a récemment pris la décision d'aider à fournir plus de moyens financiers aux créateurs sur Internet. On remarque un nom qui revient presque systématiquement dans la composition de chaque commission, celui d'Axel Tessandier. En réalité, Axel Tessandier n'est pas simplement consultante et fondatrice d'AXL Agency comme nous la présente le CNC. Non, son CV est bien plus riche, puisqu'elle était déléguée nationale du parti politique d'Emmanuel Macron En Marche durant la campagne présidentielle de 2017. Il y a quelques mois seulement, elle prend la tête du média féministe Wonder, destiné à l'empowerment au féminin. Le 6 novembre à 15h35, c'est le moment où les femmes commencent à travailler bénévolement et ce jusqu'à la fin de l'année. J'ai calculé cette date en prenant le chiffre des inégalités de salaire de Eurostat qui montre qu'il y a des inégalités de salaire à hauteur de 15,2% entre les femmes et les hommes. On est prêt. Aujourd'hui, on a envie de vous annoncer qu'on est prêt. On est prêt à relever un grand défi. On est prêt à agir pour le climat. Imaginez la chance qu'on a. On est la génération qui peut changer le monde. Tu deviens un acteur de ce changement, un héros de l'histoire. Alors, est-ce que t'es prêt? Parce que nous, on est prêts. Peux-tu nous dire, selon toi, quel est le pays le plus raciste au monde? Je pense qu'en France, on est pas mal quand même. La France, je pense. La France. L'Algérie. Bizarrement, là où je suis allée, c'est le Maroc. En Afrique même, il y a des racistes. L'Algérie, la Tunisie, le Maroc, enfin, selon moi, comme... Ouais, selon toi, comme t'es maghrébine. Voilà. Bon zapping, Nicolas, bon zapping. Alors, un premier commentaire sur la dernière image qu'on a vue. Le CNC, le Centre National du Cinéma, met en place des aides pour un certain nombre de youtubeurs, mais pas n'importe lesquels, puisque la personne qui va attribuer, au fond, les crédits pour les youtubeurs, c'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière à En Marche et une militante d'En Marche. Donc, évidemment, c'est les bons youtubeurs, les youtubeurs du camp du bien qui vont obtenir les crédits. C'est comme pour la presse, c'est le même système. On essaye de prendre le contrôle d'Internet par les mêmes méthodes. Alors, ceci étant, c'est quand même pas évident, parce que là, je reprends la première vidéo où on voit Oberton, qui est interdit quand même dans les médias, interrogé par Thinkerview, qui est un site... alternatif, on peut dire, libertaire de gauche, et qui invite Oberton. Ça, c'est tout de même un élément tout à fait intéressant. Quand chez Hanouna, M. Verdez explique à propos de Zemmour qu'il demande qu'il n'ait pas le droit de s'exprimer. Voilà, bienvenue au forum de la dissidence sur la censure. Ce Verdez est absolument extraordinaire parce qu'il assume l'interdiction de parler des gens qui ne pensent pas exactement comme lui, c'est-à-dire pas de manière totalement politiquement correcte. Le Bondi Blog revient sur l'affaire du proviseur adjoint issu de la gendarmerie nommé dans un lycée, et il nous dit, c'est une manipulation classique, il y a quelques enseignants qui ont manifesté contre cette nomination, et il ne nous dit pas des enseignants, il nous dit les enseignants. Toujours bien regardé, article défini, article indéfini. Un petit dérapage gentiment raciste de M. Emmanuel Todd, qui nous dit qu'il suffit de voir la blondeur de la chevelure de Trump pour savoir que vraiment il ne peut pas être de son côté. Vous imaginez si vous ou moi on avait dit à l'époque du précédent président, M. Obama, qu'il suffisait de voir ses cheveux crépus pour ne pas le supporter. Dans un cas, c'est la correctionnelle. Dans l'autre cas, c'est une blague. Moi, au demeurant, je suis pour la liberté d'expression, donc je ne prétends pas vouloir interdire à M. Todd de dire ce qu'il a envie de dire. Je souligne simplement qu'il y a des choses qu'on peut dire et des choses qu'on ne peut pas dire. Voilà. Merci Jean-Yves, et passons tout de suite à la deuxième partie. Malgré l'hystérie médiatique, Donald Trump en position de force. Alors de manière plutôt globale, les médias français ont été plus prudents qu'en 2016 et ils avaient raison puisqu'on va regarder ensemble une séquence qui démontre que désormais il faut être prudent quand on parle des États-Unis et de Donald Trump.
Dernière ligne droite aux États-Unis, Clinton et Trump multiplient les attaques. On est à 9 semaines du scrutin. On nous dit aux États-Unis que l'écart se resserre entre les deux candidats. C'est ce que montrent les derniers sondages. Et pourtant, eh bien, ce matin, Olivier Ravanello sait qui va gagner. Oui, je peux à peu près vous affirmer que c'est Hillary Clinton. Pourquoi ? Parce que je m'intéresse à un truc de vieux qui s'appelle la science politique, pas aux plans de com, aux déclarations des uns et des autres. Ça, c'est pour amuser la galerie. Le Monde titrait sur un scrutin à l'issue incertaine. Tandis que Libération titrait le vote garde-fou avec un titre vraiment offensif, tout comme l'Obs qui titrait Trump est-il foutu, sachant que à l'intérieur du média, le titre était légèrement différent puisque c'était Donald Trump est-il enfin cuit. Et on peut ajouter, s'agissant du Monde, que l'illustration était une photo d'une manifestation anti-Trump devant la Maison-Blanche sur le thème « Sortez-les ». Donc le titre était quand même militant, notamment par l'image qui l'accompagnait. Exactement. L'obligation de neutralité était contournée. Alors, ce qui s'est passé chez les médias français, c'était la reconnaissance d'une défaite de Donald Trump, comme Le Point qui titre, en s'aidant évidemment d'une dépêche AFP, dans les défaites, Trump fait du Trump. Libération, par la plume de son directeur de publication, Laurent Geoffrin, nous annonçait que Messi, Trump a bien perdu. Donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder la différence entre le titre du journal Le Point, donc dans la défaite, Trump fait du Trump, et le comparer avec le chapeau. Le chapeau qui déclare Donald Trump, l'homme qui moque les losers, a subi une défaite mardi soir, mais il ne devrait pour autant changer de ton ou de style, encouragé par des résultats plus nuancé qu'il y paraît. Donc déjà, quand on passe à un niveau supérieur, c'est-à-dire le chapeau, on a une version qui est déjà différente. Et on note notamment que France Info, qui avait repéré 5 élections clés dans ces élections de mi-mandat, sur ces 5 élections clés, 4 ont été remportées par le camp des Républicains. Donc c'est évidemment une défaite de Trump annoncée par l'AFP qui n'en est pas véritablement une. Et sur BFM TV, Thierry Arnaud nous explique même que Donald Trump a fait mieux que Barack Obama. D'ailleurs, si on fait une comparaison avec ses prédécesseurs, il s'en tire plutôt pas mal. Tenez, Barack Obama, par exemple, 2 ans après son élection, il perd 63 sièges à la Chambre des représentants, il perd 6 sièges au Sénat. Vous voyez que la performance de Donald Trump, comparée à Barack Obama, elle est plutôt et incontestablement meilleure. En plus, ce qui gagne, c'est ce qui compte le plus. Alors, je crois effectivement, si on regarde les faits, d'abord, les élections intermédiaires aux États-Unis sont pratiquement toujours perdues par le président. Là, c'est une défaite tout à fait relative, puisqu'effectivement, il perd 20 sièges à la Chambre des représentants, alors que Obama, on vient de le voir, en a perdu plus de 60, et il gagne 5 sièges au Sénat. Et 28 des 50 gouverneurs sont dans son camp. Donc, c'est vraiment une défaite tout à fait relative. D'ailleurs, on a bien vu dans les médias, il y a eu 2 temps quand même. Il y a eu l'arrivée immédiate de l'élection. Après l'élection, on a eu tendance à dire Trump a perdu, et très vite, on a corrigé le ton. Et d'ailleurs, j'ai été frappé en écoutant les résultats le mercredi sur France Info, par exemple. Très vite, on n'en parlait plus. C'est-à-dire qu'on a énormément parlé d'élections avant, pour annoncer que Trump allait se prendre une branlée. Et une fois l'élection passée, comme en fait il s'en tire remarquablement bien, compte tenu des circonstances, eh bien on n'en parle plus, on passe à autre chose. Donc on parle de la future défaite avant et on ne parle pas du relatif succès après. C'est vraiment un traitement médiatique extraordinaire. En particulier sur une chaîne comme sur les chaînes publiques de radio et de télévision. Et Donald Trump s'en tire tellement bien que Pascal Praud, dans son émission sur CNews, reconnaît que Donald Trump est le favori pour les élections présidentielles de 2020. Toute la presse européenne, la presse française, globalement est anti-Trump. Gérard Carrérou, il est présenté comme un raciste, comme un homophobe, comme un misogyne, etc. Et chacun en France imaginait ou souhaitait, d'ailleurs, parmi les éditorialistes, que Trump soit battu, écrasé, etc. Et à l'arrivée ce matin, si je lis et si je comprends et si j'écoute tout le monde, il est le favori pour 2020. Alors, au-delà de ce silence médiatique, finalement, sur une belle performance de Donald Trump, il y a également la mise en avant par les médias français des nouveaux visages des minorités démocrates. C'est-à-dire que le matin même de l'élection, en France, sur 8 portraits de nouveaux élus réalisés par l'AFP, 7 sont des élus
démocrate et un seul est un élu républicain, avec toujours la mise en avant des nouvelles figures, des femmes, des jeunes, des lesbiennes, des homosexuels, avec une reprise par Le Monde et par France Info. Ainsi, et c'est plus étonnant parce que finalement, quand on pense à ce média, on le pense plutôt proche des Républicains, ainsi que par Le Figaro. Vous avez tout à fait tort. Les correspondants du Figaro aux États-Unis et une bonne partie des journalistes du Figaro se trouvent du côté des démocrates et pas du tout du côté des Républicains. Le Figaro n'est un journal de droite que pour les naïfs. Et cette mise en avant des minorités américaines fait écho à un article paru il y a quelques jours dans Le Monde qui traite du sentiment de déclin des Blancs américains. Finalement, à voir ce traitement médiatique, bien on se dit qu'il y a peut-être quelque chose de plus qu'un sentiment. Et donc après ce détour par les États-Unis, retrouvez vos tweets. Alors, il y a un beau tweet de désinformation qui explique que les Zouaves ont été parmi les troupes les plus efficaces de la Seconde Guerre mondiale et qui illustre non pas par des troupes de Zouaves, mais par des troupes de tirailleurs sénégalais. Les Zouaves étaient des troupes européennes, des Européens d'Algérie, mais des Européens du continent. D'ailleurs, vous voyez, moi j'ai eu un père qui a fait son service militaire dans les Zouaves. Je ne pense pas avoir un type parfaitement sénégalais. Enfin, peut-être que je me trompe. Voilà. Mais c'est une désinformation pour faire croire que la guerre de 14 a été gagnée par les troupes coloniales, ce qui n'est évidemment pas le cas. Elles ont participé tout à fait marginalement à la guerre de 14. C'est une désinformation supplémentaire, désinformation par l'image. Alors, il y a un tweet que je prends pour quasiment humoristique. Je crois qu'à Berlin, on a proposé à Google comme local, l'ancien local de la Stasi. C'est très drôle, c'est très symbolique. Ça m'étonnerait quand même que Google accepte, parce que même si le local est pratique, j'imagine, et a servi à de nobles causes, ça m'étonnerait que Google accepte. Voilà. Un petit coup de chapeau à nos amis de Brésinfo qui ont montré qu'une fois de plus, les décodeurs du monde étaient plutôt des déconneurs ou plutôt des mésinformateurs. Et puis, un petit coup de chapeau à Orban, dont la politique familiale produit des effets. On voit que les pays qui se préoccupent de l'immigration, comme la Hongrie et comme l'Italie, eh bien, ils se préoccupent aussi de politique familiale. On l'a vu avec l'Italie pour le zapping, on le voit avec la Hongrie pour les tweets. Très bien, Jean-Yves. Passons donc à la prochaine partie, violence d'Halloween, les médias en mode mineur. La nuit d'Halloween a été marquée par la purge. La purge a commencé le samedi 27 octobre. Tout est parti d'un message sur les réseaux sociaux posté par un jeune homme originaire de Grenoble, qui appelait finalement à la violence sans limite contre les policiers, contre les Français, contre les biens.
dans toute la France, dans toutes les cités françaises. Originaire d'un quartier de l'immigration de Grenoble serait plus précis. Exactement. C'était d'un quartier de Grenoble. Cette annonce a été très vite relayée par de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux jusqu'à éveiller l'attention de Castaner, notre nouveau ministre de l'Intérieur, qui a décidé de porter plainte contre le jeune homme qui a évoqué une blague, comme le rapporte Libération. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la purge, comme son nom l'indiquait, n'était pas seulement contre les policiers, mais également contre tous les Français. C'est vrai que les médias ont mis un focus sur les menaces contre les policiers, mais il y avait également tous les Français citoyens qui étaient concernés. Donc, il y a eu très vite une minoration des violences, notamment par le Huffington Post, qui a titré « Purge ou pas, Halloween, toujours prétexte à des incidents », tandis que Europe 1 titrait « Halloween, seulement quelques incidents après l'appel à une purge contre les policiers ». Donc un titre très étonnant. Et puis sur BFM TV, on a donné la parole à Samia Ghali, qui est une élue socialiste et qui minorait le rôle des jeunes en parlant uniquement de facteurs sociaux. Ils sont dans un ghetto, dont le ghetto, c'est des prisons à ciel ouvert. Vous ne pouvez que créer des monstres, malheureusement. Vous avez plus de centres sociaux, il n'y a plus d'aide dans les centres sociaux, on n'aide plus les équipements sportifs, il n'y a plus de clubs sportifs. Les clubs sportifs, c'est la misère dans certains quartiers. C'est ça la réalité. Ils se battent pour obtenir des stades, des créneaux horaires, on le voit encore à Marseille. Oui, c'est un pur radotage. Ça fait 40 ans qu'on raconte ça. Ça fait 40 ans qu'on verse des tombereaux d'argent en pure perte dans ces quartiers, puisque de toute façon, les salles polyvalentes, voire les crèches, voire les écoles sont brûlées régulièrement. Donc tout ça n'a pas de sens. C'est du politiquement correct en barre. L'Express nous apprenait que la purge était peut-être amenée à continuer, puisque en Martinique, un appel à la purge a été lancé pour le soir du 9 novembre, donc c'est aujourd'hui même. Et donc une purge qui pourrait continuer ou qui continuerait sous une forme autre que ce nom très théâtral choisi par son auteur. Puisque le Figaro nous apprend que la purge anti-flic, mais finalement, ce n'est qu'une chronique d'une insécurité tristement ordinaire. Et sur CNews, une journaliste prend la parole, Christine Kelly, pour noter, elle aussi, cette régularité de la violence durant les fêtes. Halloween devient de plus en plus une fête et devient de plus en plus une nuit de violence. Qu'est-ce qu'on peut constater ? Saint-Sylvestre, nuit de violence. Même la Saint-Valentin, c'est devenu maintenant une nuit de violence. Noël, nuit de violence. Toutes les soirées de fête de la musique sont des nuits de violence. 1031 véhicules incendiés, 510 personnes interpellées, ça c'était à la Saint-Sylvestre 2018. 40 000 à peu près véhicules par an sont incendiés, 1 millier à la Saint-Sylvestre à chaque fois. Moi, ce qui m'interpelle ce soir, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une fête, il y a de la violence. Nous avons appelé la préfecture de l'Essonne, voilà ce qu'on nous a répondu, activité normale, activité commune. C'est ça le drame. Le drame, c'est... Activité normale. Mais non, mais le drame, c'est quoi? C'est cette sorte d'habitude dans laquelle on est tombé. Vous savez, cette sorte de fatalité qui consisterait à dire, dans certains de notre territoire, il y a cette violence du quotidien, des images insoutenables, et il y a une sorte d'habitude, qui s'est laissée... Tout le monde s'est habitué. Pas nous. C'est-à-dire les services de l'État. Pardon. Non. Le propos de Christine Kelly est intéressant parce que c'est d'ailleurs une ancienne journaliste qui était au CSA, où elle s'occupait, je crois, de la diversité, certainement. Mais là, elle tient des propos quand même assez justes. C'est quand même extraordinaire. Il y a 15 ans ou 20 ans, il y avait des fêtes. Il y avait le 14 juillet, il y avait la Saint-Sylvestre. Bon, maintenant, on a créé Halloween. Bon, la purge, c'est un peu l'islamisation de l'américanisation, on peut dire. Mais il n'y avait pas de violence. Aujourd'hui, dès qu'il y a soi-disant dès qu'il y a des fêtes, il y a des violences. Ce n'est pas des violences qui viennent de n'importe où. C'est des violences qui viennent des quartiers de l'immigration. Les violences scolaires viennent des quartiers d'immigration. Les violences dans les fêtes, comme le 14 juillet, la Saint-Sylvestre, Halloween ou j'en passe, ça vient des quartiers d'immigration. Et d'ailleurs, c'est un peu la guerre que font certaines minorités immigrées à la majorité du peuple français. C'est ça la réalité de ces violences. C'est pas des choses qu'on peut dire c'est drôle, puis il y en a moins que l'année dernière, ou il y en a moins à Halloween qu'au 14 juillet. C'est gravissime. C'est la mise en place d'une violence dirigée contre, au fond, la population française d'origine et contre les institutions de la population française d'origine. Et on sait très bien, il y a eu un tweet tout à fait intéressant de Damien Rieu qui a commenté les interpellations qui ont eu lieu dans le Rhône. Il y a eu 13 interpellations dans le Rhône. On ne peut pas donner le nom des interpellés parce que ce sont des mineurs.
mais 12 des 13 interpellés n'ont pas des prénoms français traditionnels. C'est pas des prénoms zémouriens. C'est pas Corinne, c'est plutôt Absatou. Voilà. Donc on sait qui commet ces violences. Et ça, les médias ne le disent jamais. Quand les médias parlent de violence scolaire, quand les politiques parlent de violence scolaire, ou quand on parle des désordres, des violences quotidiennes, tout ça, on ne dit jamais qui fait quoi. Qui fait quoi ? C'est un problème lié au quartier de l'immigration. Voilà la réalité. Et finalement, ça fait écho avec les propos de Gérard Collomb récemment tenus auprès de Valérie Pécresse. Gérard Collomb, ayant quitté son ministère, a dit effectivement cette réalité-là. C'était un off qui datait d'avant, mais... En disant craindre des conflits entre différentes formes de population. Très bien, Jean-Yves. Eh bien, écoutez, est-ce que vous avez un coup de chapeau cette semaine ? Non, j'ai pas de coup de chapeau, mais j'ai quand même un clin d'œil amical à faire à mon vieux camarade Hervé, ou mon jeune camarade Hervé plutôt, qui a fait plus de 200 émissions d'immédiat, qui maintenant va vers une autre vie. Mais enfin, pour la première émission sans lui, je lui fais un petit clin d'œil amical. Très bien, Jean-Yves. Eh bien, écoutez, c'est la fin de cette émission immédiat. Merci à tous de l'avoir suivi. Et j'adresse ici un appel qui était cher à Hervé, et donc que je reprends. N'hésitez pas, chers téléspectateurs, à envoyer à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans votre veille, à envoyer vos informations et bien sûr vos réactions sur cette émission. Ça nous fera évidemment plaisir, on lira ça avec attention. Donc Jean-Yves, je vous dis à la semaine prochaine. Rendez-vous pour le prochain immédiat.